Bonsoir à tout le monde. Normalement, il y a un micro ici. Il doit y avoir un micro pour vous là-bas. Un micro. Voilà. Je vous propose qu'on commence avec Anne. Donc Anne Bruni, qui est illustratrice, qui est active dans un tas de projets autour de l'illustration, mais qui a aussi certains de ces projets de livres qui sont devenus un spectacle en tout cas et peut-être un autre en préparation, je ne sais plus, qui nous revient tout droit de Nijmegen, ou à peu près. Et on avait envie de profiter de cette opportunité pour que tu nous parles un petit peu de ce projet, de comment il était arrivé et de ton expérience là-bas. Voilà, voilà. Alors je vais repasser sur l'écran de l'ordi. Voilà, je pense que là on a des visuels. Est-ce que c'est bien le bon ordre? Je pense que oui. Oui, je crois. Bonsoir. C'était assez marrant pour moi donc j'étais à Extrapool en juillet, là cet été. Donc, c'était assez marrant pour moi de revoir ces images alors que j'y ai passé 2 semaines assez intensifs avec Yann Dirk, Astrid et Joyce. Dans la prison. Dans la prison. Quelle horrible expérience. Et après, en fait, j'avais jamais vu ce documentaire, donc c'est aussi intéressant pour moi de recouper plein de choses qu'ils m'ont dit en 2 semaines de leur histoire et de le voir en images, parce que moi, il y a plein de choses en fait que j'avais pas vues des zines qu'ils avaient fait dans les années 90 ou après, quoi, eux-mêmes, ou dans les années 80. Et après, par contre, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dites sur comment se déroulent ces résidences là-bas et comment voilà, ils organisent ça. Pour moi, c'est arrivé, donc c'est Astrid en fait qui commissionne les résidences, donc c'est elle qui invite les personnes. Donc Astrid, c'est la personne un peu la plus jeune du C'est la trio. plus jeune, c'est Ouais. ça, ouais. C'est ça qui est arrivé. Ça fait 10 ans maintenant quand même qu'elle travaille là-bas, elle. Et donc elle aide à coordonner les résidences et aussi à imprimer. Donc elle est vraiment aussi une technicienne hyper pointue, quoi. C'est vraiment chouette. Et donc moi je connaissais un petit peu le lieu en fait avant d'y être allée, mais pas plus que ça parce que je fais pas du tout de micro-édition, donc je le fais en collectif, mais moi-même de mes travaux, je fais pas de la micro-édition, donc je suis pas. Il y a plein de choses que je connais pas en fait, mais je connaissais parce que la personne avec qui je travaille beaucoup, Claude Dicmuse, avait déjà fait un concert en fait, avait déjà fait plusieurs concerts là-bas, parce qu'ils accueillent aussi des spectacles et des concerts dans leur salle au rez-de-chaussée. Et donc, il connaissait le lieu, il m'en avait parlé. Et puis après, il y a plusieurs illustrateurs que je connais qui ont fait la même résidence et qui m'en avaient parlé. Mais quand on en entend parler, qu'on ne le voit pas dans un documentaire ou qu'on ne s'y rend pas, on ne se rend pas forcément compte en fait, de la richesse du lieu et des personnes, quoi. Donc voilà comment ça a commencé pour moi. Ok. Moi, je me demandais un peu, tu viens de le dire justement, d'ailleurs, on en a ici. Hein, Anne, elle a plusieurs bouquins qui sont publiés de façon, on va dire, traditionnelle, édités par des éditeurs qui font des livres en offset et qui sont vendus dans des librairies. Et je me demandais un peu qu'est-ce que ça représentait comme différence finalement d'être impliqué dans le processus d'impression du début à la fin. Déjà, même l'avant en fait est différent parce que c'est donc une carte blanche qu'ils proposent. Donc l'idée c'est d'arriver en résidence en ayant déjà 80% du livre qui est fait, parce qu'en fait rien qu'en 2 semaines de résidence c'est déjà très court et très sportif d'imprimer un livre et de le relier. Donc clairement normalement ils impriment 300 livres. Là on en a pu en relier que 30 en fait dans mon temps de résidence. Donc il n'y a pas du tout, en tout cas, il y a un choix de l'artiste, mais pas du tout de ce que je vais produire dans le livre. Donc déjà ça c'est assez différent. Et après de travailler avec eux en même temps, il y a forcément une collaboration qui se fait peut-être plus au niveau de la création avec un éditeur, mais moins au niveau de l'impression, parce qu'on ne passe pas de temps avec l'imprimeur. Alors que là c'est
une collaboration avec l'imprimeur. Donc ils ont forcément en fait un point de vue et des idées et des connaissances que j'ai pas et qui forcément influent la manière de faire le livre et ce qu'il va rendre à la fin, quoi. Et en fait, moi, c'est ce que je préfère, j'en parlais avec Pauline juste avant, mais c'est de collaborer avec des gens qui ont une technique que j'ai pas et qui en même temps ont une vision artistique qui est hyper riche d'années d'expérience et parce que aussi eux-mêmes en plus ont une pratique. Donc pour moi, ça c'est le combo idéal en fait. C'est des gens qui font quelque chose que je ne sais pas faire et qui en même temps me suivent et que j'ai besoin de faire aucune concession sur mes envies et mes choix, quoi. Ok. Alors là, ici, on a quelques images de ton travail que tu nous as envoyé. On voit des sculptures, une expo où tu montres à la fois. Ouais, donc c'est des travaux plus récents, quoi, où tu sors un peu du collage. Ouais, en fait, ça, je l'ai montré parce que c'est un peu le point de départ du livre. Donc, au tout départ du livre, j'ai fait des petits dessins pendant une longue marche d'une semaine au bord d'une rivière, qui sont devenus après des formes en papier mâché, donc des sculptures en papier mâché, et qui sont devenus après des collages, et qui sont devenus après des papiers faits main. Donc, il y en a aussi, je crois, dans l'expo. Et donc... ça, c'est une exposition que j'ai fait avant le livre à Rennes. Et ça, c'est une autre exposition que j'ai fait à Tournai. Et en fait, le livre rassemble un peu ces deux expositions qui, en fait, pour moi, étaient la succession parfaite de ces deux expositions qui sont que des transformations d'images en fonction de la technique qu'on utilise. Et la RISO, en fait, c'est ça, quoi. Ça transforme une image parce que c'est la RISO. Et donc, en fait, de pouvoir avoir un livre qui reprend en fait ces deux expositions, parce que ça me plaît quand même d'avoir un objet final, parce que les expositions, c'est quand même assez éphémère, mais qui reprennent le même principe que les expositions. C'était pas prévu. Moi, je leur ai rien demandé, mais en fait, c'est arrivé au bon moment, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai ramené ces images d'exposition pour faire un peu la genèse du livre, quoi. Alors, je ne sais pas tout faire à la fois. J'essaye, hein, mais ce que je vous propose, c'est que le livre de Anne, il est en consultation en face à la librairie. Et puis ici, vous avez vu, hein, il y a une petite table avec un peu des publications, soit en RISO ou bien qui parlent de la RISO. Et je vous encourage à venir les voir tout à l'heure. Merci en tout cas. Je voulais rebondir sur quelque chose. Alors, je ne sais plus quoi. C'est ce qui se passe quand on fait trop de choses à la fois. J'avais envie de parler un tout petit peu d'une particularité de la technique qui pour moi est liée, vraiment une spécificité, c'est le fait de travailler en couleur dite ton direct. Alors je vais tout de suite me tourner vers vous et si on vous perd à un moment par rapport à des données un petit peu techniques, vous n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On va essayer de vous aider. Alors, j'ai préparé un tout petit point là-dessus. Où est-ce que ça se trouve ? Alors, bon, je vais commencer avec un point un peu technique, mais je ne vais pas traîner très longtemps dessus. Le gamut. Qu'est-ce que c'est le gamut ? Alors, heureusement, on a Wikipédia. Je ne savais pas l'étymologie de gamut, je savais ce que ça voulait dire. Donc, l'étymologie, elle est assez intéressante. Ça parle de musique. La note la plus grave serait le gamma et la plus aiguë serait le ut. Et donc, le gamut, c'est finalement l'étendue qu'on sait avoir. Et en couleur, on a une donc, en fonction du système de couleurs qu'on utilise, on a une gamme. Et ce qu'on fait traditionnellement en impression, en imprimerie, on utilise 4 couleurs qui sont cyan, magenta, jaune et noir, qui nous permettent d'à peu près recouvrir quelque chose qui nous donne l'impression qu'on sait représenter la réalité. Mais ce n'est pas vrai. C'est qu'un tout petit morceau. Donc là, par exemple, en haut, on a... donc en gris derrière, c'est ce que l'œil humain sait percevoir, et la petite zone là, ça c'est ce qu'on sait représenter avec un écran
parce que on a une synthèse de couleurs qui se fait à l'écran, on a une synthèse de couleurs qui se fait en impression. Alors là, je vous ai peut-être perdu, mais je vais vous retrouver avec ce projet très intéressant d'un collectif suisse qui a inventé des outils qui permettent de transformer les images pour les imprimer non plus avec les couleurs habituelles ou traditionnelles, comme on le fait en sérigraphie, comme on le fait en impression offset, mais bien de pouvoir travailler avec des couleurs spécifiques, comme on le fait en RISO. Et donc ici, par exemple, on voit les mêmes images, mais qui seraient imprimées avec un violet, un rouge et un vert, plutôt que d'être imprimées traditionnellement avec du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Ça reste un peu technique, mais je vous inviterai à venir consulter ce bouquin tout à l'heure, qui est l'expérimentation de ce procédé. Et ces petits crochets techniques nous emmènent peut-être chez Cécile, qui est parmi nous une des reines de la couleur. Donc Cécile, qui se définit plutôt comme coloriste que comme illustratrice, qui est pour le moment qui termine sa petite résidence ici au Rayon, donc à la bibliothèque du Vecteur. Et qui travaille également régulièrement avec la technique de la risographie et qui exploite particulièrement ses possibilités en termes de couleurs. Et donc, je vais aller pêcher quelques images que tu m'as envoyées pour amorcer la conversation. Alors, j'en ai une qui est là. Peut-être on peut commencer par parler de celle-là. Oui, absolument. Et puis tu en as plein dans ton sac aussi. J'en ai plein dans ma... Voilà. Alors peut-être je vais expliquer... Tu veux que je fasse ça ? Voilà. Donc je vais peut-être juste expliquer, parce que je dis que je suis aussi illustratrice, mais moins, parce que je suis designer textile et que pendant presque 10 ans, j'ai travaillé pour des bureaux de tendance où je m'occupais que de la couleur. Et après, j'ai travaillé pour une entreprise de papier peint où je m'occupais aussi des formules de couleurs. Et donc voilà, c'est un peu ça qui m'a amenée à la risographie aussi par hasard, en rencontrant des gens. Et c'est assez intéressant parce que le documentaire donc, que tu as choisi de montrer tout à l'heure, le dernier passage avec le peintre qui parle du fait que de pouvoir imprimer avec autre chose que de la quadricomie, c'est exactement ces raisons-là qui font que j'ai souvent envie d'imprimer avec la technique de la risographie. Et donc, en fait, pour cette image-là, en fait, c'est lié à un projet que j'ai fait en peinture sur un bateau où je voulais juste travailler la couleur dans le sens où je voulais être complètement immergée dans la couleur, dans le sens où je voulais réduire au minimum mon paysage visuel. Et du coup, je m'étais dit que être au milieu de la mer, c'était une option qui m'intéressait beaucoup. Du coup, je suis partie en bateau et j'ai fait de la peinture. Et j'ai ensuite traduit en risographie certaines de ces peintures. Et donc, celle-ci en fait partie. Et je l'ai choisie aussi parce qu'il y a une anecdote assez amusante qui fait que ce minuscule petit tirage, qui est un format carte postale, a été choisi pour faire un fond de scène pour une pièce de danse. Et en fait, en parlant avec la scénographe, on se rendait compte que ce qu'on trouvait intéressant, c'était la texture qui était générée par la machine. Le petit grain qui, du coup, devient énorme, parce que ça fait 11 mètres de large. Et donc voilà, il y avait à la fois la texture et la couleur. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est aussi assez particulier à cette technique de la risographie, c'est que on peut travailler avec une trame classique, dite trame de demi-teinte, qui est une grille qui permet d'exprimer les valeurs de couleur, comme on le fait dans l'impression en offset, mais il y a aussi cette fameuse trame riso qui est une trame dite de diffusion qui fait des tout petits points qui se répartissent et qui du coup donne un grain particulier qui fonctionne assez bien pour l'illustration. Oui, pardon.
Ok, super. Est-ce que tu avais d'autres trésors dans ton sac que tu nous avais amenés? En fait, c'était des... En fait, ce que je trouve intéressant avec la risographique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... Moi, je travaille avec deux manières différentes. Soit je me dis que je vais peut-être changer à la fin la répartition des couleurs et que je fais une image en me disant ça va être un peu la surprise, peut-être que ce que j'ai prévu en jaune sera en rose ou autre chose. Et il y a aussi des images où je pars on me donne les couleurs, par exemple les fanzines, c'est peut-être le moment de parler des fanzines. Je les cherche. Celui qui est vert, voilà. Et en fait, pour certains projets, je fais exactement l'inverse. Je pars du nuancier Riso pour composer les images. Donc je vais les sortir pour vous montrer. Si tu veux, je prends les images qui sont ici. Donc, pendant qu'on cherche nos éléments, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est du projet de fanzine, c'est ça, ouais, qui s'appelle Quistax, qui est un projet dans lequel Anne est également impliquée depuis des années, et qui est à l'origine, peut-être vous pouvez... Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la jeunesse de ce projet? Ou peut-être pas sa jeunesse, mais en tout cas ce qu'il est. Alors moi, je suis arrivée dans Quistax au numéro 7, je pense, 6 ou 7. Donc peut-être toi, tu es là depuis le début. Je peux en parler. Après, c'est pas moi qui l'ai initié, donc il y a peut-être des détails. Oui, après, c'est le but de brosser un portrait large, c'est pas de rentrer dans Il a été initié par deux illustratrices, donc Fanny Dreyer et Chloé Perarnaud, dans l'idée de faire un fanzine pour les enfants. Et en invitant plein d'illustratrices et d'illustrateurs différents. Et avec une fréquence d'édition un peu aléatoire, je crois que c'est à peu près 2 fois par an. Et à chaque fois, donc en utilisant la Riso, avec toujours 2 couleurs Riso pour tout le monde, quoi, qui sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Qui est, à mon sens, un peu devenu un espèce de laboratoire d'illustration contemporaine à Bruxelles, quoi, qui a vraiment permis à pas mal de gens d'essayer la technique aussi, je crois qu'il a joué un peu un rôle d'ambassadeur de la technique de la Riso auprès d'un certain public d'artistes. Et puis, à un moment, le fait de travailler le fanzine d'illustration jeunesse a donné envie à une partie de l'équipe de s'adresser aussi à un public plus adulte. Si je résume un petit peu le... Oui, après, il y a des envies qui étaient là depuis le départ, quoi, mais en tout cas, oui, ça reste un fanzine, donc c'est assez expérimental. Donc, ce qui est chouette, c'est que même en faisant de la jeunesse, on peut tester des choses dans Quistax qu'on n'essaierait peut-être pas ailleurs, quoi. Ouais. Voilà. Mais ce que je disais peut-être maladroitement, c'est que sont nés du coup une série de magazines spin-off qui eux n'étaient plus vraiment destinés à un public. Oui, c'est ça. Ouais, donc il y a le Reflet, la Furia et la Limite. Et la Limite, ouais. Voilà. Ouais. Bah en fait, si je me souviens bien, il y a eu une réunion Quistax où à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas quelque chose avec plus de couleurs et pas pour les enfants? Et tout le monde était... C'était à l'initiative en fait, d'un illustrateur, qui avait donc Adrien, qui avait cette envie de effectivement exploiter l'illustration, d'exploiter le groupe aussi qu'on était, parce que en fait de base tous on faisait des choses pas que pour la jeunesse, et de peut-être exploiter ces choses-là qu'on faisait naturellement à côté pour aussi en faire un autre fanzine qui serait de l'illustration dit plus pour adultes. En tout cas, plus expérimental, au sens où Quistax, il y a quand même une visée un tout petit peu pédagogique, dans le sens où on fait des jeux, des devinettes, des différences, des choses des jeux de cette différence, etc. Alors que pour ces 3 fanzines-là, il n'y a rien... Il y a de la narration. Je crois qu'en fait, la base du truc, c'était d'avoir d'une narration et de peut-être pouvoir aussi expérimenter un peu plus avec les couleurs, parce qu'effectivement, là, il y en a 4. Oui, exactement. Au lieu de 2. Et du coup, par exemple, par rapport à Quistax, qui est bicolore, ça m'arrive plus souvent de travailler avec les mauvaises couleurs et de rechanger et de me dire, on verra ce que ça donne. Alors que pour celui-là, je fais l'inverse.
où j'utilise les bonnes couleurs pour savoir un peu plus où je vais, quoi. Ça, c'est Gaspard. Super. Et du coup, tu étais en train de parler, c'est ça, du processus Oui, voilà. de passage Et c'est de tes collages voilà. qui sont là. Donc, du coup, tu travailles. Tu fais comment, toi? Tu travailles avec la gamme de couleurs avec laquelle tu vas imprimer? Bah là, pour ces fanzines-là, c'est vraiment ça. C'est que je prends le nuancier de... C'est chez Renan, du Harry, coup, là. voilà. Ouais, c'est ça, Harry Studio. Donc, ça, c'est un studio qui est à Bruxelles. Je fais les peintures et puis ensuite, je travaille à partir de ça. Ouais. Et du coup, tu fournis les peintures en couleur tout en une? Ou bien c'est toi qui t'occupes de la décomposition des couleurs? C'est moi qui fais la décomposition et du coup, je retouche pas mal parce que c'est jamais exactement... Enfin, quand il faut décomposer avec des verts et des jaunes clairs, on est obligé de faire... vraiment de redessiner quand même pas mal de zones. Voilà. Ok. Alors, je vous propose... Je ne sais pas si est-ce qu'il y a encore des projets en particulier que tu avais en fait, envie d'évoquer là maintenant? En fait, il y en a où c'est... par exemple, ça, c'était pour oui, pour vous. C'est celui qu'on a fait pour... Et du coup, en fait, il y en a où c'est vraiment... voilà, je pars pas du tout des bonnes couleurs. Je remonte et je démonte sur Photoshop. Et il y en a où je m'impose de travailler avec les bonnes couleurs, entre guillemets. Et c'est aussi une méthode qui marche pas mal. Ça, c'est ton tirage. Ah ben voilà, ouais. Voilà. En fait, ça, on pourrait même le montrer en vrai. Parce que je lutte un peu avec le recul de la caméra. Je vais les mettre là Il y a devant. beaucoup de choses. Et la caméra. Mais c'est assez fidèle finalement. C'est pas si lointain, mais il y a des différences, on les voit. Ouais. Là, j'ai mis du noir pour la Ouais, c'est superposition. ça, pour la superposition. Super. Merci pour l'instant. On va changer un petit peu de partie de la Belgique. Et on va se diriger vers Gand, où se cache Jonas de Topocopie, qui est également actif dans le domaine de l'impression et de la risographie depuis un bon moment. Comme je disais tout à l'heure, si Knust sont les pionniers de la riso aux Pays-Bas, je pense que Topocopie sont les pionniers de la riso. Alors j'essaye d'ouvrir ça pour les avoir dans le bon ordre, mais ça ne veut pas. Excusez-moi. Je vais les faire à la main, ce sera très bien comme ça. Topocopie, eux, sont actifs depuis quelle année vous avez commencé? Can I speak in English? Yeah. For me, it's good. It's good. I think we Is it started. good for you? Okay. I think 2010, 2011, somewhere, and it all began with this machine. I was curating a small gallery, and one guy, an artist, came by, and he was working in a copy shop, and he had one machine there that he could use, and we started using it together. We started one exhibition with 24 artists who made a design for this machine, our first Riso. So that's where it started, and after a while we could buy the machine. This is how the studio looks now. It's a space that we can rent from a studio organization, which I also work for, and we share the space with approximately 10 people, but the first part is totally ours, so we have the biggest part. And we are actually, you could look at us at something like Knust. We have an open studio, so people, mainly artists, can come to us, but we also have in the project ourselves that we are an artistic collective. So we really interact as a collective. We make work from ourselves. We get asked by festivals to participate, to react on a
specific theme or subject. For instance, this is an installation, but it was also a book that we made for Beaux-Arts. They had a festival for 10 days dealing with themes like resistance. It was a book that was made in 6 panels. What you see there is 6 different wooden panels that came together. Each panel had 6 A3 prints. We had a first time we did the panels, and during the festival we changed them. So we had a second part, and the pages of the book that you see in the book are reproductions of each panel. So the panel was the book, and the book was the panel. So we try to, we always try to think different with the book, so that a book can be something else as well. So that's how we interact with as the collective. But we also have the studio in which we involve other artists or try to work with artists. And in that type of collaboration, we have different approaches. Sometimes we invite an artist to come and work with us. Or for this work, it's a design by Jan van der Planke, an artist that we invited to participate for a festival with us, and then we start working together. And we help him to realize his idea, but with our knowledge. He never used the Riso printer before, and he was mainly working in wood. So he was inventing this wall, and we printed the dégradé with bricks. It was a hell to make it, but it was worth it. So because we tried to. Le dégradé est imprimé aussi en Riso. Yeah. Ouais, okay. Yeah. And it's not easy because a dégradé. You know, the Riso at first it goes like this, but then it makes a bigger jump in the end. So it was mathematically we started with the dégradé totally wrong, and we had to rethink it because it doesn't go from 0 to 100, the dégradé, but it goes in the first part it goes really good, and then it makes a jump. So this is a project in which we asked an artist to join us in our studio. But sometimes we have artists. This is something else. We had the place where we started was a temporary use of a specific site in Ghent, which was called Dock. The place was very important to us because we had our first studio there. It was an environment in which a lot of artists came by. A lot of musicians, a lot of visual arts, a lot of different people, an audience, and we stayed there for a long time. We had our studio there, which was very open. People came in whenever they wanted. We could work there at night. There was music. There were people. So this space for us was very important, and we saw that each year as a kind of residency for ourselves, and this is one of the things we did there to make it more nice. Je pense qu'il y a 2 choses qui sont peut-être intéressantes à dire par rapport à votre travail et par rapport à la Riso. Alors, d'abord, on a vu déjà plusieurs projets ici qui sont monumentaux ou qui sont complètement autre chose que ce qu'on imagine pouvoir faire avec une technique d'impression qui imprime de l'A3. Je pense que ça, c'est assez... On s'appelle ça Risomaniac. It's a dream. C'est une rêve de nous. On veut installer un festival avec des studios de partout, de tout le monde, qui fait des trucs très grands. Ça devrait être chouette, hein, non? Oui, oui. Et peut-être ça peut être un festival avec dans des différents villages, mais peut-être on peut éviter des studios chez nous à Gand,
donc dans une ville, mais je ne sais pas. D'abord, on doit trouver de l'argent. Et la deuxième chose, mais qui pour moi est assez commune à beaucoup de gens qui pratiquent la technique de la RISO, est qu'on utilise cette machine pas du tout pour les raisons pour lesquelles elle a été conçue. Parce qu'à l'origine, c'est une machine qui est faite pour faire des impressions, pas vraiment, où on ajuste plusieurs couleurs ensemble, et même, en fait, pas vraiment faite pour faire des images, mais plutôt, à l'origine, elle est conçue pour imprimer surtout du texte rapidement, de façon pas chère. Donc, voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui était intéressant. Ouais, mais la manière qu'on le use, ça prend trop de temps. C'est stupide de faire ça. Mais c'est chouette. Et c'est pour ça que c'est pas normal. Hein? C'est vrai, hein? Oui, absolument. Alors ici, on a une affiche. Ça, c'est vous qui faites ça? C'est votre design? Pour moi, ça, c'est spécial parce on est à 3 personnes dans le collectif. Ça dépend. Parfois, on demande quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est moi et Driss, un autre de la collectif. Et lui, il est très bon en des trucs graphiques, moi pas. Moi, je suis une artiste, je viens de faire musique expérimentale, des trucs comme ça. Mais lui, il sait bien traduire que j'ai dans ma tête. Donc, c'est une collaboration parfaite. Il est mon main dans le computer. Oui. Voilà. Mais c'est une collaboration qui marche très bien. Et aussi avec Jens, un autre type de la collectif. C'est la même chose. On travaille ensemble. Donc, alors, je continue un peu dans les images. Ici, ça, c'est d'abord désigné dans 4x4. Et puis, on a fait une RISO monumentale. Mais c'était wheat pasted. Oui, avec collé à la colle à papier peint. Voilà. Ouais. Sur un festival et les enfants peuvent colorier, voilà. C'est ça. Ah oui, ça. Alors là, c'est pas de la RISO, mais ça montre encore votre amour pour les choses un petit peu monumentales. Oui, aussi, mais aussi collective. C'est une collaboration avec the Museum of Industry and Textile. Textile, voilà. And they asked, I will continue in English. It's going to be easier. They asked us to make a project together with a steamroller, which is not really a steamroller, but a machine to make the roads flat. Un rouleau compresseur. Voilà. Donc c'est de la linogravure imprimée au rouleau compresseur. Voilà, c'est ça. Et c'est chouette. et c'est grand. On a fait ça 5 années et maintenant c'est fini. Et chaque année, on a demandé différents artistes de collaborer. Et c'est fantastique. Il faut le faire. Le moment que tu enlèves l'imprime. Oui, quand tu sors tu tires magique. ton c'est image. vraiment magique. Yeah. On a aussi une librairie. Une bibliothèque, oui. Une bibliothèque, voilà. Et on a demandé des artistes musicaux, des musiciens. Des musiciens, voilà. De jouer pour la collection. Donc, ils étaient dans une chambre, par exemple là, mais il n'y a pas de contact avec le public. Donc, ils jouent pour le public, mais sans contact. On a eu 5 sessions comme ça, et on a fait une vinyle avec des excerpts, des pièces. Des extraits. Voilà, enregistrés. Ça, c'est aussi c'est pas tout, mais c'est une présentation dans une
librairie aussi à Gand. Donc, à chaque fois, on montre qu'on a des autres endroits. Et du coup, ça, c'est tous les fanzines que vous avez. C'est une imprimés. collection. Les gens, on a une open call dans notre site de web et les gens peuvent vous envoyer leur projet. C'est ça. Mais on ne paye pas. Alors, encore du monumental. Oui. Torsocopie. Torsocopie, c'est un projet qu'on a fait beaucoup dans le premier part de notre Exixon. On a mis des gens sur le réseau. C'est un peu le premier envie qu'ont beaucoup de personnes quand ils voient. Parce que la réseau, là, on en a parlé beaucoup comme d'une presse, comme d'une imprimante, mais c'est aussi une sorte de photocopieuse, en fait, avec une vitre, et on peut travailler en mettant des choses ou des gens dedans. On the left side, that's my son, when he was very small. In the middle, it's the first lady who got on the machine. And on the right, I don't know. Everybody who went on the machine stayed inconnu. Okay, oui. Yeah, voilà. And at first we said we're gonna make 300, and then we make a book, and then we stop. We never made the book, and we stopped at 135 something. So, and once in a while, people still ask to go on the machine, and I say maybe. This is a very important project we did some time ago. On the right, you have Jens, and on the left, you have Fifi. Schuler's Division. Schuler's Division, it's dans l'AS, Grand Atelier à Vielsalm. We collaborated to make a book, which was an alternative guide. C'était une guide pour une exposition. Do you have pictures on your website of this? Oh. Maybe not. There's one in the... Oh, there's one of the book. Yeah. Okay. I was looking for that. But for us, it was really important. This one? Yeah. This is, they had 4 subjects in the book. They were all outsider artists. So for us, it was the first encounter with outsider art and how to... it was for us an eye-opener. We are definitely sure that in the future we want to work more with different types of people, different groups of people. Outsider art is very interesting, so it really caught us as something that we want to do more. For instance, we also worked with in a prison lately. This book is all drawings made by prisoners. You can look in the end or another time. But I say this because it's not only interesting to work with artists, but also people who are not used to make art, or when the encounter that you have when you work with people is even interesting as the outcome. So not really the process, but for us as an artist ourselves, the encounter we have with another artist, or a person with disabilities, or someone in prison, the encounter that you have there is I think that's also why the people at Knust work there so long, and that's why they love it so much, is because they have the opportunity to work with people all the time, and that's what makes it interesting. Voilà. We were able at one point to because when you work with an old machine, you always have to get your hands dirty and work with the machine, and it's like driving an old car. You have to go in the other door to get in. You always have something that is broken. You have to fix it. So at one point, we really wanted to buy a new machine, and we had an artist that worked with us several times who made a design for the new machine that we bought with a crowdfunding. We managed to get a small 5,000 euros in a crowdfunding campaign to buy a new 2-color drum machine that costed 7,500 euros.
So that was really nice. It's almost like a Pechacucha. Almost. Yeah. This is the first edition that we made with the prisoners. It's a project with in collaboration with SMAC, also a museum in Ghent. The first edition, we made a newspaper which is lying here, but we made also prints of it. We gave them charcoal to work with. Normally we went there to have a workshop and make material that way. But then Corona came and we couldn't go in the prison anymore. And so we made envelopes and a letter, and we gave them sketchbooks and charcoal. For the second edition, we gave them ballpoints, bic. And also we inspire them with works from the museum that are also made with charcoal or bic. Voilà, and this is what came back. It was really, really nice as a result. Yeah, it's une affiche. I don't know. Yeah, I don't know if you know it. Yeah, oui, on a participé ici. Le Vecteur était participant voilà. aussi. C'est un festival qui est né à Gand, je pense, autour de l'image imprimée, et qui a une volonté d'ouvrir des ateliers un petit peu partout en Belgique le même week-end. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on a fait l'affiche. Voilà. Avec toutes les couleurs de la machine en même temps. Oui, de notre vieille machine. Yeah. We also showed the documentary. You can see the same first boats in Ghent at Kunsthal. But we had a different talk than this one. And we asked some other studios to join in a conversation in 3 topics. I can't really remember the 3 topics, but one of them was how can you stay alive in a money-driven society as a print studio? That was one topic we talked about. A second topic was should you as a print studio you can make somebody's voice louder by you have the power of reproducing something. You can make pamphlets. You can help people to raise their voice because you can print. So how important is that when you run a print studio? Do you think about it? Do you make it part of your print studio, or don't you? So that because for us it's really important that we are looking at the environment around us, that we take a stand in some also political issues. So for us that's important, and we were eager to know if it is even important with other print studios. So we brought them together and discussed those kind of topics. Ouais, je pense que c'est un sujet qui parle assez à nos prochains invités. Okay. Alors, on arrive vers la fin des images. Yeah. Sujet bricolage. With old machines, you have to have time to and it's fun to do, but you need time to do it. But sometimes they break, and then you have to open the machine and repair it. In this particular operation, it worked out good. We could repair the drum and we're still using it, but we had an ink overflow, which means that the inside was smothered with ink all over. Yeah. This is the This building. is the building where we're at. The first floor is the image that you see from the inside, and I think that we are in these 2 parts. It's a nice building. It used to be an old veterinary school. And this is, yeah. You want Alors là, on rentre dans peut-être l'univers un peu particulier des studios de réseau belge, mais on évoque aussi ce dont tu parlais avant, de la question que pour la plupart, ces machines sont des machines qui ont été... Enfin, beaucoup de studios sont équipés de machines qui datent des années
2000 dans le meilleur des cas, mais parfois 90. Que l'entreprise Riso comprend pas très bien ce qu'on fait avec leurs machines en réalité, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des machines neuves. Et une machine neuve, prix catalogue, c'est ce que tu disais, hein, on n'est pas loin des 10 000 € si on a un peu des options. Or, c'est pas du tout l'économie dans laquelle vivent tous les gens que vous avez autour du panel ici, et beaucoup de studios qui travaillent. Et donc, on se débrouille, on fait un peu comme on peut. Il y a pas mal de ressources aussi, il y a énormément d'échanges qui se passent en ligne et sur Internet. Il y a beaucoup de gens très généreux qui passent énormément de temps à discuter de leurs problèmes. Et puis, il y a les réparateurs officiels qui coûtent très cher. Et puis, il y avait Jean-Marie Canivet, qui était le réparateur pirate de toutes les Riso, de tout le monde en Belgique, qui arrivait, qui sortait des vieux tournevis de son cartable et qui tapait sur la machine avec des réflexions parfois un peu limites, mais qui nous faisaient quand même tous beaucoup marrer, et qui a disparu de la carte il y a quelques mois. Hein. Oui. Ouais. Un an. Un an, oui. Voilà. Well, he even had an open heart operation, and even after the operation, he still came to the studio and repaired the machines, which was amazing. But it was really strange that the company Riso wouldn't deliver parts anymore to him, or they wouldn't help him anymore to get the right parts, because they want to sell new machines. So. At one point, some studios wanted to write a letter to the company to say, give him the parts and help him out, and he's helping us. But it never came to that. But this c'est le bon de réparation. Il est fantastique. Hein? Oui, mais ce qui est... Oui, son logo... c'est trois choses à la fois, quoi. C'est ses initiales. Donc Jean-Marie Canivet. C'est le tambour. C'est les boîtes des tambours que vous avez vues dans la vidéo. Et en même temps, c'est CMYK without the K. C'est CMJN, mais sans le noir. Oui, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont beaucoup de studios ont parlé quand il est décédé. He was amazing. So this is in his honor. Merci Jeunesse. Super. J'espère que vous avez tous réussi à suivre. N'hésitez pas, si vous avez pas compris une ou l'autre partie et que vous avez une question, à vous faire connaître, et on s'arrangera pour vous traduire ça. Alors, je vois qu'il est déjà 9h30 et donc ça va être l'heure de passer la parole à Hugo et Julia pour ne pas vous emmener trop tard non plus. Et donc, Hugo et Julia travaillent sous le nom d'Atelier Maclean et sont les talentueux et talentueuses créateurs de cette affiche que vous avez vue un petit peu partout, qui est l'identité graphique de l'Ivresse cette année. Mais ils font bien d'autres choses. Et je vais les laisser commenter les quelques images qu'ils nous ont transmises. Et ils nous viennent tout droit de Bretagne. Ils sont arrivés cet après-midi. Ce soir. Alors, la première image, en fait, c'est la première fois qu'on a utilisé la Riso. Donc, c'est une copine qui avait réussi à acheter une Riso de seconde main dans une mairie, il me semble. Nous, on est un peu monomaniaque du noir et blanc, donc pas pour vous la couleur, quoi. Donc voilà, donc on partait mal déjà avec la Riso. On avait un peu de préjugés parce que nous, on vient plutôt du milieu plutôt sérigraphie. Et du coup, elle avait que de toute façon un tambour, il me semble au début, donc c'était un tambour de noir. Donc on a décidé de faire comme d'habitude du noir et blanc. Mais ça nous a permis d'expérimenter des choses un peu différentes de d'habitude, de pouvoir... là, en l'occurrence, c'était un mélange de peinture avec des collages d'un vieux... C'était un vieux carnet, c'était un vieux cahier de coloriage. Et du coup, c'est là qu'on a pu commencer à expérimenter, de faire des choses un peu plus dans la peinture, le lavis... Et voilà. Donc c'était notre première expérience avec la Riso.
Et vous avez directement essayé de profiter des possibilités de demi-teinte de gris, hein, qui est quand même une particularité quand on arrive de la sérigraphie, où on n'a pas besoin de s'emmerder à devoir faire ses trames soi-même, essayer de gérer la taille des points. Là, on peut donner un truc avec des niveaux de gris à la machine et ça sort en général de façon assez flatteuse. Alors, on attaque la couleur quand même. Ouais. Ce deuxième livre-là, Negative Approach, était une envie de croiser ce qu'on développait déjà avec d'autres pratiques, puisque là, comme Julia disait, au départ, on a plutôt eu, dans le monde de l'estampe, eu l'habitude de travailler avec la sérigraphie. On fait aussi pas mal de dessins et de peinture à côté. Et donc là, il y avait une envie de croisement entre différentes techniques et de se confronter toujours sur la même machine que la précédente à l'usage direct sur la vitre. Peut-être aussi pour rebondir avec ce que Julia disait, nous on utilise assez mal en fait la RISO, ou on l'utilise pas pour les bonnes raisons. On pousse pas la qualité. C'est intéressant de voir le documentaire aussi sur Knost tout à l'heure, puisque nous on l'utilise aussi beaucoup en lien avec ce qu'on avait développé dans la sérigraphie pour des raisons économiques et pratiques liées aussi à cette un peu pensée dont parle Yann du DIY et de tout maîtriser, toutes les étapes. Ce que tu disais sur le fait de devoir réparer soi-même tes machines, nous ça nous plaisait aussi beaucoup de se prendre la tête, mais d'avoir en face de nous comme un vélo, un truc dans lequel on puisse vraiment rentrer, contrairement à des imprimantes laser et qui t'appartient. Et donc le rendu un peu brut, le rapport direct d'impression à la vitre nous allait bien, puisque pendant longtemps on a travaillé sur cette machine de cet ami qui a fini par devenir la nôtre, sans raccordement à un ordinateur, donc vraiment comme un photocopieur, et de renouer un peu avec la tradition ou l'historique d'usine, noir et blanc, photocopié, agrafé, basique, quoi. Alors je continue à avancer un petit peu dans les photos. Ouais. Là, si je dis, je sais pas, non, j'allais peut-être dire des bêtises, mais je me demandais si tout est en RISO là, ou bien parce que je sais qu'il y a certains de vos bouquins où vous mélangez les techniques aussi, et je trouve ça vachement intéressant de pas se coincer dans une, que ce soit d'ailleurs la sérigraphie, la photocopie, je trouve ça aussi très chouette de pouvoir faire cohabiter en fait les techniques d'impression. C'est l'avantage de s'auto-publier, c'est que tu peux expérimenter tous les formats, tu peux mélanger plein de techniques d'impression, avoir différents formats de pages dans la même édition, et aussi... nous, on aime bien expérimenter ce genre de choses, justement, avoir des choses qui se confrontent ou qui se complètent. Là, c'était un livre qu'on a fait à l'occasion d'une exposition à la Fanzinothèque de Poitiers. Et eux, à ce moment-là, avaient une RISO et l'utilisaient pas trop parce que la personne qui était dans l'atelier de sérigraphie voulait faire de la sérigraphie et pour elle, la RISO, c'était vraiment pas intéressant. Du coup, on en a profité. Et ça a été aussi le moment où on a un peu renoué avec l'impression photo, qu'on avait un peu mis, la photo qu'on avait un peu mis de côté. Et c'est vrai que le grain que donne la RISO à la photo, ça a été pour nous... vraiment une belle découverte, et en fait ça nous a donné envie de continuer par la suite, quoi. Ouais, un petit travail collaboratif, on s'est dit que c'était important de le mettre dedans aussi, parce que pendant longtemps, maintenant on vit dans la campagne en Bretagne, pas très loin de la mer, mais on a longtemps vécu à Rennes, et on avait un atelier logement où pendant plusieurs années on organisait des résidences assez informelles avec des gens qu'on connaissait déjà qui produisaient des images et qu'on invitait à venir passer du temps chez nous, à vivre avec nous. Encore une fois, là ça me refait penser un peu à l'éthique des résidences qui est menée par Knost, où tu manges et tu prends ton petit déjeuner avec les gens, et ça apporte aussi un rapport un peu plus intime à la production d'images, et où là on avait réussi à faire venir un ami qui habite au Japon, et à produire un livre en plus des fanzines qu'on avait l'habitude de sortir, qui sont des sortes de restitutions de ces résidences-là.
Et là, un livre spécialement riso. Alors, ce qui est marrant avec le travail de cet artiste-là, Hiromu Kakoi, qui est un peu un anti-artiste, un non-artiste qui supporte vraiment pas ni cette appellation, ni de considérer que c'est son activité principale, et supportait pas l'idée de reproduire ces images. Quelqu'un qui a une production énorme de dessins et qui jette ou abandonne à peu près tout ce qu'il produit, même si c'est des chefs-d'œuvre à chaque fois. Et donc la riso, c'était OK pour lui parce que la machine produit des légers décalages, des erreurs, prend le papier plus ou moins bien, va faire des reports si on laisse pas suffisamment sécher les impressions. Donc ça, c'était OK pour sortir un livre. Donc on trouvait que c'était bien de le mettre aussi ici. Puis il s'appelle Sieste. Hirune en japonais parce qu'il préfère dormir que travailler. C'est pas mal. Ouais. Alors là, on a une espèce de mise en abîme, des peintures qui deviennent des photos, Ouais, qui deviennent de la riso. Là, c'est peut-être plus, c'est plus proche de ce sur quoi on travaille là c'est peut-être 2 dernières années. On n'a jamais trop été, si on peut dire, des artistes d'atelier. On a toujours bien aimé faire des choses à l'extérieur. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui nous a un peu chamboulé dans nos convictions personnelles et qui étaient liées à des expériences qu'on avait pu avoir dans les salons aussi alternatifs, dans des lieux autogérés, des squats, des choses comme ça. De prendre conscience de la portée politique d'imprimer ses propres images et de commencer à développer ça aussi dans notre travail de peinture et de dessin, notamment sur les supports et sur les envies de où est-ce qu'on montre les images. Avec le livre, c'est chouette parce que ça se diffuse très bien, très facilement. On peut le faire soi-même ou par le biais de lieux qui s'en occupent. On a commencé une session de peinture sur des bâches publicitaires récupérées qu'on va remettre dehors après les avoir peints, porteurs de messages plus ou moins poétique, sensible ou parfois un peu plus frontal et qu'on va mettre dans des lieux qui sont plus ou moins visibles aussi. Ça nous plaisait de les amener dans des endroits où il n'y avait pas nécessairement un public pour les voir, d'où les traces photographiques. Et ensuite là, sous la forme d'un livre qui est séparé entre une moitié en riso et une moitié en impression numérique, il y a des extraits de photos de lieux dans lesquels ces bâches ont été prises. Et voilà, c'est un peu les choses sur lesquelles on travaille ces derniers temps, sortir les images de l'atelier, les amener dehors, comme des banderoles, des drapeaux, des étendards. Tu veux présenter ? Alors celui-là, c'est encore une grosse collaboration. L'année dernière, cause Covid, un salon de micro-édition sérigraphie qu'on apprécie beaucoup, qui est le Zinfest de Bordeaux, n'a pas pu avoir lieu. Mais ils avaient eu les subventions tout de même. Et du coup, ils ont proposé à une série d'artistes de produire un livre. Et nous, on en a profité pour inviter des connaissances, des amis. Donc, il y a 3 artistes brestois. Marion Bonjour Grisaille et Loïc Comment. Mais c'est le livre dont Pauline nous a lu un extrait hier. Elle nous a lu l'intro, justement. Et voilà. J'encourage tout le monde à aller lire. Il est en face. Et voilà, on a décidé d'utiliser la réseau, d'utiliser une bicro bleu et noir. On a décidé tous ensemble de quel bicro ce serait. Et ça a été un ping-pong plutôt d'échange d'images via messagerie, via mail. Et on a tous produit des images avec les images des autres. Ça a été vraiment un travail collectif. Et toute l'impression s'est faite par contre en physique, tous ensemble chez nous dans notre atelier. Et voilà, le résultat est là. Oui, ça c'est le dernier livre en date qu'on a sorti. Habitant maintenant à la campagne, la question se posait de maintenir pour nous un engagement ou des questions, on va dire, militantes ou politiques dans un territoire où c'est beaucoup plus difficile d'avoir un maillage de gens qui se retrouvent et qui luttent.
un territoire aussi qui est un peu étrange. On est à la fois dans un environnement très beau et en même temps en plein milieu de la monoculture de maïs et de l'élevage porcin intensif. Donc il y a pas mal matière à faire, question environnement. Et on aime aussi beaucoup les chats noirs. Donc on a compilé un livre d'images de peinture en dilution, inspiré un petit peu de ce qui se trouvait autour de nous et qui nous semblait être des motifs, des éléments qui peuvent appeler à des notions de résistance, de fuite ou de choses qui semblent un petit peu répulsives ou plutôt répugnantes de premier abord et qui sont en fait hyper importantes, je pense là aux champignons par exemple, et de textes qui raconte une sorte d'histoire autour de cette idée, voilà, d'être en dehors dans la ville, en dehors de la ville, dans les marges à la campagne où il peut se passer aussi des choses et où c'est un lieu dans lequel il y a matière à se positionner aussi. Ouais. Et bon, voilà, là pour je crois que c'est un peu la suite des dernières images. On a mis quelques images de concert aussi parce qu'on a fait un peu d'affiches de concert. Et celle-là, c'est une affiche comment dire, on nous a proposé de participer à une exposition collective basée sur une somme d'archives de documents féministes et voilà, ça nous semblait important de croiser et de faire apparaître ce qu'on fait pas mal avec les livres et ce qui est bien aussi, contrairement, je pense que tu disais Anne, par rapport aux expositions qui sont éphémères et où tu peux avoir des traces avec l'ouvrage. Les livres aussi, nous, qui nous nourrissent dans notre travail, on aime bien les glisser aussi à l'intérieur de ce qu'on fait, donner vraiment les choses parfois comme des pures citations. Et donc là, une grosse citation d'un super livre d'Elsa Dorlin, Se défendre. Et une image en vis-à-vis qui avait aussi été collée le 8 mars 2018, il me semble, 2018, dans les rues de Rennes. Alors ça, c'est les Quelques affiches de concert dont tu Ouais. parlais. Quand même un des avantages aussi de la technique, c'est un peu sa rapidité à mettre en œuvre. Je pense que ça fait peut-être écho à des choses voilà, au niveau tant DIY, organisation d'événements ou besoin urgence de transmettre des messages. On peut, en quelques heures, on peut avoir 300 affiches à les coller s'il faut, quoi. Ouais, c'est bien plus pratique que la sérigraphie. Au final, on devient feignant du coup quand on a une réseau. Voilà, Donc, ici des affiches. Bah là, du coup, plutôt de nouveau sur là, des questions environnementales. Plutôt environnemental sur ce qu'on appelle en général ces grands projets inutiles, un peu comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc nous, dans notre petite région, on a des projets de parcs géants d'éoliennes qui sont un peu catastrophiques pour les écosystèmes marins. Donc que ce soit ce type de lutte ou d'autres voilà, autour de luttes féministes ou de lutte environnementale, la RISO, ça a l'avantage, comme tu dis, de produire des choses parfois dans l'urgence, de produire des choses en quantité et de pouvoir avoir un affichage rapide et une présence dans les lieux publics. Et l'avantage de coller à la campagne, c'est que ça reste. Je vous le conseille. Ouais, avec aussi une force de frappe de la couleur, qui force un peu à résumer son propos, Ouais. et qui souvent, je trouve, a quand même une puissance visuelle assez forte et dont vous jouez particulièrement bien, je trouve. Hein. Toujours le même sujet. Toujours le même sujet. Et je vois qu'il reste 2 images derrière. Ça allait avec l'autre peut-être ? Non. Ça, c'était un petit flyer, pareil, qu'on avait imprimé vraiment très très rapidement pour les besoins d'une manif. On s'est rendu compte qu'une partie des gens avec qui on manifestait avaient aucune idée de leurs droits en cas d'arrestation. Et du coup, on l'a fait vraiment la veille pour le lendemain. Donc l'avantage de la RISO, c'est de produire des flyers rapidement, mais quand même de pouvoir produire des choses, par exemple, voilà, en bichromie, qui puissent être un peu... Et un là peu aussi, belle et mise dans la poche, ça m'évoque la question de l'autonomie de ces moyens de production, de ne pas risquer censure ou repérage à partir du moment où vous faites ça En pirate, ouais, bien de sûr. votre côté, quoi.
Ah, une affiche de l'ivresse. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter sur la jeunesse du projet? Ou pas spécialement? Je suis trop fatiguée là. Non, mais voilà, c'était super, super intéressant. Merci de votre présence et de la présentation de vos boulots. Je ne sais pas trop si vous en avez assez entendu, si vous êtes fatigué, si vous avez des questions que vous auriez envie de poser aux artistes, ou bien si vous, de votre côté, vous auriez des réactions qui vous brûlent les lèvres, ou bien si vous avez envie d'aller boire une bière, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on a sur la table ici et sur la table là toute une série de bouquins. On peut continuer la discussion aussi sur des sujets plus techniques ou plus philosophiques par après. Donc, je ne sais pas. Si quelqu'un a envie de poser une question, qu'il se fasse connaître. Et si vous avez eu... c'était assez dense, on a vu beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je laisse ouvert la possibilité qu'on en reste là également, sans frustration aucune, je pense. Vous êtes bien, vous? Ouais. Voilà. Eh bien, alors, je remercie tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de venir présenter vos projets et d'être parmi nous. Merci beaucoup.